Alors Milan, bien installé? Il y a un lycée français à Cape Town. Au fait, ton container est arrivé? Dis maman, on reviendra à Mexico? Mais alors, on parlera quelle langue à la maison? Et toi dans tout ça, ça va? Bienvenue dans L'expatriation au féminin, le podcast qui nous relie à travers le monde, avec le soutien de la Caisse des Français de l'étranger. Nous, on a dû se marier avec Guillaume pour aller en Arabie Saoudite. On n'était pas mariés, enfin on avait 25 ans, tu vois, donc on n'avait pas le projet du tout de se marier au moment où sa boîte lui a proposé ça. Ça a été un peu déclencheur et puis ça a été un petit pari un peu sur nous deux. Hein. Mais tu vois, de temps en temps, dans les conversations avec les Saoudiennes, ils avaient du mal à comprendre, tu vois, le fait qu'on veuille prendre le temps, que pour nous, l'expatriation, c'était aussi un projet de couple avant d'avoir des enfants. Et tu sais, ils posaient des questions très intimes. Et pourquoi il y a un problème? Et tu sais, c'était presque désagréable. Alors heureusement que j'avais pas de problème et que du coup je répondais de façon franche, mais je me disais il y a quand même ça, c'est quand même des choses qui sont assez prenantes, tu vois, dans ces pays-là. Et j'ai vu aussi, tu vois, des couples dans des détresses terribles de pas pouvoir avoir d'enfants, parfois des histoires d'enfants hors mariage, des histoires de contraception. Parce que là-bas, l'avortement est interdit, la contraception est pas bien acceptée, etc. Donc il faut toujours passer par des moyens détournés. Et c'est vrai que quand tu travailles avec des femmes, pour des femmes, dans un milieu de femmes, dans un pays où le droit des femmes est quand même très mis à l'épreuve, sur la fin, et pourtant au début j'ai fait un peu du low profil, hein, c'est un peu ce qu'on m'avait dit, tu fais un peu profil bas, tu ravales un peu tes pensées féministes, on va dire, tu vois, au bout de 2 ans, parfois c'est dur. Vous l'avez compris, nous allons parler mœurs et droits locaux. Vivre à l'étranger vous exposera à des manières de vivre en société différentes. Peut-être même c'est ce qui vous attire le plus dans cette expérience. Dans cet épisode, nous vous invitons à réfléchir à vos propres valeurs, à la question de la place de la femme dans la société, à ses droits, et à l'impact que cela peut avoir sur vous, femme expatriée, dans votre vie quotidienne, dans vos valeurs. Dans la deuxième partie de ce podcast, Rachida Kassi, de la Caisse des Français de l'étranger, nous parlera de certains produits spécifiques que peut offrir la CFE, en particulier aux Émirats Arabes Unis et Thaïlande. Mais avant, je vais échanger avec Claire Aladel, qui vit à Dubaï et qui est coach de la Coach Academy d'Expat Communication, qui édite ce podcast. Bonjour Claire. Bonjour Amélie. Que penses-tu de ce témoignage de Marie-Solène, sage-femme en Arabie Saoudite, qui voit les droits des femmes remis en question? Alors, écoute, je trouve que ce témoignage, déjà, il est beau, il est vraiment touchant, parce que je trouve qu'on ressent bien, en fait, ce qu'on vit en tant qu'expatrié. Quand on arrive dans un nouveau pays et que tout d'un coup, on est immergé dans une nouvelle culture et que potentiellement, on ne sait pas ce qui va nous arriver. C'est vrai que selon les pays, il n'y a pas notamment les droits des femmes ne sont pas les mêmes que ceux de notre pays et certains droits fondamentaux peuvent être remis en question. Donc, par exemple, comment on a le droit de s'habiller, est-ce qu'on a le droit de travailler, ça peut être aussi l'accès à l'IVG ou si on est homosexuel, est-ce que c'est légal dans ce pays? Donc voilà, on se rend compte qu'il peut y avoir beaucoup de challenges finalement et de défis auxquels on n'est pas habitué et qui vont potentiellement aussi nous confronter à des vrais conflits de valeurs. Toi, par exemple, qui es basée à Dubaï, est-ce que tu as ressenti comment ça s'est passé au début? Oui, alors c'est vrai que je suis arrivée avec mes yeux d'occidentale aussi, hein, et peut-être avec certains stéréotypes en tête. Et puis j'ai découvert effectivement notamment leur tenue, ce qui est la première chose qu'on voit. Et tous les Émiratis, les femmes sont en noir, couvertes voilà, de la tête aux pieds, les hommes en blanc. Et notamment vis-à-vis des femmes, je me suis dit, ça m'a remis en question aussi ma valeur liberté, hein, ça m'a questionnée sur la liberté. Et puis, c'est vrai que j'ai eu la chance, en fait, d'assister à une conférence pour découvrir les traditions des Émiratis. Et en fait, il y avait un homme et une femme émiratis qui nous ont partagé leurs coutumes, leurs croyances, leurs valeurs, et notamment la valeur de la protection de la femme.
Et c'est vrai que ça m'a aidée en fait à prendre du recul et à voir les choses différemment. Voilà, je me suis dit, je me suis ressentie dans l'acceptation de leur façon d'être, dans la tolérance et sans forcément y adhérer moi-même. Mais voilà, je me suis sentie beaucoup plus en paix avec leur façon d'être. Alors, je te propose maintenant d'écouter un autre témoignage de Marie-Dominique et on en parle après. L'Arabie Saoudite, en fait, on a accepté, mon mari et moi, d'y aller. Et moi, mon avis, évidemment, était très important. Je pense que j'avais dépassé cette notion de ce que ce pays peut porter comme valeur ou qui sont véhiculées d'ailleurs dans la presse, etc. Et moi, mon envie de me rendre compte par moi-même. En fait, c'était ça aussi le moteur. En fait, il y a plein de choses qui viennent en collision. C'est-à-dire que toi-même, comment tu te positionnes en tant que femme vis-à-vis des femmes qui sont là-bas. Et il y a ces questions-là qu'on se pose. Et ce que j'ai compris, c'est que il y a aussi il y avait mes propres barrières en fait que je me mettais, puisqu'on a tendance à interpréter aussi les situations dans lesquelles on est. Alors, Marie-Dominique le dit très bien, s'adapter, ça passe d'abord par prendre conscience de ses propres valeurs. Et oui, c'est ça, oui. C'est vrai que c'est une étape, très importante. Donc du coup, quand on arrive en expatriation et qu'on est confronté à cette culture et ces valeurs qui sont nouvelles, en fait, ça va nous renvoyer à nous-mêmes, un peu comme un effet, miroir et on va se poser des questions sur, nous, du coup, quelles sont mes valeurs, en fait? Quelles sont mes croyances? Et qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me fait, vibrer aussi? Et qu'est-ce qui est facile pour moi et qu'est-ce qui l'est pas? Voilà, on a cette différence, entre, mes valeurs et les valeurs de l'autre, qui vont apparaître. Et donc c'est vrai que l'expatriation dans ce sens, en fait, c'est une vraie richesse, hein. C'est souvent ce que témoignent les expatriés. On en sort souvent grandi parce que ça nous plonge aussi dans une introspection et ça nous oblige à aller voir en nous-mêmes, voilà, qui on est vraiment et comment on va pouvoir du coup, regarder l'autre et s'adapter à l'autre. Et alors, effectivement, une fois qu'on a pris conscience, comme tu dis là, de nos valeurs, ce qu'on est prêt à accepter, pas accepter, etc., j'imagine que c'est plus facile de s'adapter pour mieux comprendre aussi le pays où on va vivre. Oui, c'est ça. Donc effectivement, la 2e étape, ça va être, vraiment au-delà des premières impressions qu'on peut avoir, hein, comme on a vu tout à l'heure. L'idée, c'est d'aller, découvrir beaucoup plus en profondeur et en détail, du coup, cette culture, dans laquelle on arrive et donc d'être ouvert, d'être curieux, d'aller à la rencontre des gens. Donc du coup, voilà, on n'est pas à l'abri finalement de bonnes surprises et ça nous, apporte une vision beaucoup plus fine, beaucoup plus nuancée, du pays dans lequel on se trouve, voilà. Et c'est ça qui va nous offrir la possibilité, d'accepter, d'être plus dans l'accueil et du coup de nous adapter plus facilement. On va maintenant écouter le témoignage de Laurence qui est basée au Mexique. J'ai vécu une expérience bien différente et surtout dans une banque très très mexicaine, d'ailleurs la deuxième du Mexique, où je n'ai pas du tout ressenti le machisme, moi personnellement, hein, je veux dire. Et en fait, on m'a expliqué à ma sortie, après 5 ans et demi, que c'était dû au fait qu'on me voyait comme une extraterrestre. Donc j'ai parlé avec beaucoup de gens, parce que je disais, mais moi je n'ai jamais vécu de machisme, je parlais avec tous les directeurs, avec des gens très haut placés, on écoutait mon avis, on me laissait décider des choses, on me traitait très très bien. Et même mieux que peut-être que dans certains cas en France. Et on m'a expliqué qu'en fait, voilà, on me voyait pas comme une femme, qu'on me voyait comme une extraterrestre par ma nationalité, donc étrangère, et aussi par le fait que j'avais un comportement différent parce que je cherchais les intérêts de la boîte en permanence, que je ne travaillais pas pour un padrino et je ne cherchais pas mes propres intérêts, mes intérêts personnels. Et du coup, c'est ça qui leur a fait penser à une extraterrestre, pas seulement le fait que j'étais étrangère, mais surtout le fait que je travaillais d'une manière différente. Alors, on voit que Laurence est confrontée au machisme
dans tous les cas, voit le machisme, mais elle, finalement, ne l'a pas vécu comme les autres femmes. Est-ce que peut y avoir une forme de tolérance envers les étrangères? Oui, tout à fait. On se rend compte que souvent les règles et les lois et les droits dans le pays, en fait, ne sont pas les mêmes pour les locales que pour les expatriés, hein. Donc souvent, il y a une tolérance qui est beaucoup plus forte et effectivement, comme le décrit très bien Laurence, qui elle, voilà, se perçoit même comme un extraterrestre. Parfois, on ne sait plus si on est perçu comme une femme, comme un homme ou comme quelqu'un du troisième type. Voilà, ça peut être assez dérangeant, j'imagine, pour elle. En tout cas, en tant qu'expatrié, par exemple, c'est le cas à Dubaï. Il faut toujours garder aussi à l'esprit que même s'il y a voilà, une tolérance plus forte, on peut quand même être perçu comme une femme occidentale libérée et du coup moins respectable. Voilà. Donc moi je sais que à Dubaï on n'a pas de contraintes vestimentaires et pour autant quand je vais dans des malls où je sais qu'il y a beaucoup d'Émiratis, je demande à ma fille et moi-même, je préfère me couvrir les bras et les jambes, voilà, parce que je me sens plus à l'aise, je me sens plus intégrée et je trouve que c'est quelque part aussi une façon de leur montrer du respect pour leurs coutumes. Et je vois que tu parles de ta fille. C'est effectivement une question, j'imagine, qui est centrale quand on part dans des pays avec des mœurs différentes. Donc oui, nous, on se pose la question pour nous en tant que femmes, mais quand on est mère et que voilà, on a des enfants et des jeunes filles, c'est quoi tes conseils? Ah, effectivement, c'est un peu un challenge, surtout quand elles sont adolescentes et qu'elles veulent vivre leur vie à fond. Bah, mes consignes, c'est justement de les aider à prendre conscience de leur environnement parce qu'elles ont tendance à être voilà, avec leurs amis, avec leurs repères et références françaises. Et donc, c'est d'être bah, plus à l'écoute et à la compréhension en fait de la culture et aussi d'en tenir compte, voilà, d'avoir cette sorte d'humilité et de respect pour en tenir compte et adapter son comportement. Moi, je vis ça parce qu'au Mexique, on a le problème de la sécurité. Et donc, évidemment, mes adolescentes, elles étaient habituées à aller toutes seules à l'école, à sortir voir les copines, à faire des sorties, comme tu parlais des malls et tout ça. Et ici, c'est pas possible. Et c'est vrai que, comme tu dis, c'est bien les préparer à l'avance. Après, moi, ce qui m'arrive, c'est que comme c'est le cas pour tout le monde, en fait, elles ont pas ce sentiment de frustration parce que, oui, toutes les mamans accompagnent, ou papas, accompagnent les enfants à l'école, oui, on fait pas des sorties comme ça dans la rue, une bande d'adolescents. Donc le fait de voir aussi, qu'elles sont pas les seules et que c'est les consignes ici, je trouve que ça passe, mieux que si elles étaient privées de liberté en Europe où là, voilà, il y a pas de différence entre enfants, en fait, je trouve. Oui, et c'est vrai que ce que tu dis est très juste parce on a beaucoup parlé des droits et des mœurs, mais c'est vrai qu'en tant que parent, la sécurité est un point super important, hein. C'est-à-dire on a vraiment envie de se sentir en sécurité et encore plus pour nos enfants. Donc c'est vrai que quand on arrive dans un pays, c'est aussi un point à vérifier avant, se poser la question avant de partir. Et j'ai une petite question. Comment ça se passe pour les jeunes femmes musulmanes françaises, qui arrivent, dans un pays musulman et où là, les conditions de la femme sont vraiment différentes? Alors, c'est vrai que, par exemple, à Dubaï, hein, il y a beaucoup de femmes musulmanes et françaises et qui arrivent à Dubaï et qui souvent sont aussi agréablement surprises parce qu'elles ont la possibilité de pouvoir pratiquer leur religion en se sentant complètement acceptées dans un environnement qui leur convient. Donc ça, c'est vrai que c'est un plus et c'est agréable pour elles. Euh, Après, selon les pays, il faut faire attention parce une femme musulmane peut être considérée avant tout comme musulmane plutôt que ressortissante de son pays et du coup peut être soumise à la charia si c'est la loi qui est pratiquée dans le pays. Je te propose d'écouter maintenant le témoignage d'Isabelle, qui était basée à Singapour.
En fait, avant de demander si y a un package école, retour en France, formation, patati, patata, ce que vous avez écrit, c'est qu'effectivement, les mœurs. Si t'es pas aligné, si effectivement tes idées en France sont, tu préfères Simone de Beauvoir, si sur Facebook, Insta, tu mets ça de façon publique, il est préférable qu'effectivement dans certains pays, tu mets du scotch. Et à voir effectivement si tu es aligné avec ça sur le fait de tu vas devoir te taire. Moi à Singapour, j'aurais pas pu, au bout d'un moment, moi c'était dans la prison dorée, si tu peux pas t'exprimer sur certains sujets, tu fais concrètement, toi quand j'avais participé à une pièce de théâtre, tous les textes étaient passés sous la censure. Donc c'est de se dire que ouais, tu vas dans un pays, en plus t'es française, et française effectivement c'est le droit de grève, le droit de vote pour les femmes, on peut communiquer, on peut faire des podcasts. Alors, Isabelle, dans ce témoignage, parle de prison dorée. C'est important de connaître ses limites, son curseur d'acceptation? Oui, c'est tout à fait primordial parce que c'est vrai que selon les pays dans lesquels on arrive, on peut être confronté à des choses qui sont difficilement tolérables pour nous. Voilà, on le voit comme Isabelle le décrit bien, hein. Pour elle, par exemple, la liberté d'expression, c'est quelque chose de primordial et on peut le comprendre parce que voilà, par rapport à son métier, c'est difficile de passer outre. Donc c'est vrai qu'il va falloir explorer et identifier qu'est-ce qui est acceptable pour moi et qu'est-ce qui l'est pas. Pour certaines, ça peut être le droit ou pas de travailler. Pour d'autres, la liberté de se déplacer, la liberté d'enseigner. Voilà, il peut y avoir beaucoup de facteurs qui font que on se sent libre ou pas dans le pays dans lequel on arrive. Et alors nous, on a un cas particulier à Dubaï. Ces dernières années, on a vu beaucoup d'expatriés arriver de Singapour. C'est vrai qu'avec les restrictions de déplacement là, liées au Covid, beaucoup d'expatriés ne supportaient plus de vivre comme ça. Et donc, ils ont fait le choix de partir. Pour eux, il n'y avait pas d'autre solution que de partir. Donc, il faut être à l'écoute de soi-même et sentir quand est-ce que c'est tolérable ou quand est-ce que ça ne l'est plus. Et j'imagine également qu'il faut quand même penser, par exemple, en cas de séparation, bien se renseigner sur la loi du pays d'accueil. Oui, ça, on n'y pense pas toujours, hein, parce que c'est pas des sujets qu'on a envie d'aborder. Mais effectivement, pensez à consulter voilà, un avocat ou un notaire avant votre départ et puis de voir en cas de séparation ou de décès, quels sont les droits de la femme dans le pays dans lequel vous allez vis-à-vis du patrimoine ou vis-à-vis de la garde d'enfants. Bon, et une note un peu plus positive. J'imagine que c'est très, très important de partager avec d'autres expats. Alors ça, c'est aussi quelque chose de capital, effectivement, et c'est souvent la meilleure source d'information, hein, c'est d'aller pouvoir échanger avec des gens qui vivent dans le pays. Et donc, il y a plein de moyens d'en rencontrer et même de les contacter idéalement avant de partir. Donc, il y a déjà votre réseau par bouche à oreille. Vous allez forcément avoir des contacts sur place, même si c'est éloigné, vous pouvez les appeler. Il y a par les groupes Facebook, hein, il y a toujours des groupes Facebook d'expatriés dans la plupart des pays du monde, notamment les Français. Et puis, ces associations d'accueil francophones qui sont aussi très aidantes et qui aiment bien voilà, accompagner les nouveaux. Donc tout ça, c'est beaucoup d'échanges et de richesses d'informations qui vont vous permettre de savoir où vous arrivez. Alors Claire, avant qu'on se sépare, j'aimerais qu'on écoute le dernier témoignage de Marie-Dominique qui habite, je le rappelle, en Arabie Saoudite. Et puis comment j'interagis, et sachant que moi l'interaction avec les femmes elle est très facile en fait.
Elle est, une fois qu'on a intégré le fait que c'est pas parce qu'on ne voit que les yeux des femmes qu'il n'y a pas de contact possible, elles sont au contraire, elles sont super accueillantes, elles sont très sympathiques. Quand tu rencontres un groupe de femmes, par exemple, je sais pas moi, dans un restaurant ou dans un café, etc., elle dit « Oh ben viens, raconte-nous qui tu es, d'où tu viens, etc. » Ou dans les toilettes, tu sais, c'est un peu à la japonaise aussi. Elles se mettent tout d'un coup, je vais aux toilettes dans un endroit public, puis alors il y a les femmes, là, du coup, elles se rhabillent, elles remettent leur voile et tout ça. Et pendant ce temps, alors tu les vois avec leurs habits en dessous, j'allais dire de leur abaya, et puis là, il y en a qui t'interpellent, quoi, qui te demandent « Mais alors, d'où tu viens? Est-ce que tu as des enfants ?» etc. Donc, elles sont très chaleureuses. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce témoignage? Ça donne envie de partir, hein. C'est des jolies rencontres, en fait. C'est souvent ça, l'expatriation. C'est aller à la rencontre de l'autre, à la rencontre de la différence, et puis pouvoir créer des liens avec des gens d'autres cultures. Je trouve que c'est toujours très motivant. Merci Claire. Comment aimerais-tu finir ce podcast? Ton mot de la fin? Alors, mon mot de la fin, c'est pour toutes ces femmes qui s'apprêtent à partir, c'est voilà, penser, comme on a vu ensemble, à bien se préparer en recherchant plein d'informations pour pouvoir prendre une décision en toute conscience, voilà, faire un choix éclairé et se dire, je pars pour cette nouvelle aventure en sachant ce qui m'attend là-bas. Et puis une fois sur place, mon conseil, c'est de prendre le temps, d'aller à la rencontre, voilà, de la culture de ce pays d'accueil, pour aller plus en profondeur et dépasser, nos éventuels stéréotypes. Et alors pour ça, je vous conseille une formation interculturelle qui peut vraiment vous accompagner, notamment celle d'Expat Communication. Elle est vraiment excellente pour appréhender avec beaucoup plus de finesse, en fait, la culture du pays dans lequel on arrive. Et également pour vous aider à trouver des stratégies personnalisées pour savoir comment bien s'adapter et comment bien interagir avec les personnes qui vivent sur place. Merci beaucoup Claire. Au revoir Amélie et merci beaucoup pour tous ces échanges. Nous accueillons maintenant Rachida Kassi qui va nous expliquer comment la CFE peut nous aider. Bonjour Rachida. Bonjour Amélie. C'est un sujet assez sensible. Nous venons de parler de droits locaux et mœurs. De prime abord, on ne pense pas forcément à la CFE, mais est-ce que la CFE peut nous aider ? Alors, c'est vrai que de prime abord, on ne peut pas nécessairement penser à la CFE sur ce sujet-là. Mais nous, en tout cas, c'est au-delà du fait qu'on transpose le modèle français de la protection sociale partout dans le monde, il y a quand même néanmoins obligation pour nous de comprendre un peu comment fonctionnent les différents pays, s'il existe ou pas déjà des systèmes de protection sociale ou pas, et de voir si ça fait doublon pour les Français et les Européens de l'étranger ou si la CFE s'autosuffit. Par exemple, pour être dans le concret, aux Émirats arabes unis, on a sorti un produit Emirat Expat Santé pour coller aux obligations locales. Et dans les obligations locales, en fait, quand tu es étranger aux Émirats, pour obtenir ton visa, il faut pouvoir présenter une attestation d'assurance locale. Donc nos assurés nous disaient mais c'est dommage, alors pour avoir le visa, je suis obligée de souscrire à une assurance locale émirati, mais j'aimerais bien conserver quand même mon contrat CFE pour mes soins en France, donc ça faisait un peu doublon. Donc du coup, on a un peu regardé les conditions en fait d'obtention de ce visa et on a mis en place des accords avec des partenaires locaux émiratis et on a pu derrière créer ce produit Emirat Expat qui permet d'être en conformité avec le produit, avec les obligations locales et de pouvoir continuer à assurer la continuité avec le régime général français. Et en Thaïlande, je crois que c'est un peu le même système ? Ouais, en Thaïlande, il y a quelques années, il y a peut-être juste avant Covid, je crois, c'était pareil, toute personne de plus de 70 ans devait pouvoir présenter une attestation locale d'assurance, sachant que à cette époque-là, aucune assurance locale ne couvrait au-delà de 70 ans des étrangers.
Donc là, catastrophe, puisqu'on a quand même une forte population aussi d'assurés en Thaïlande qui nous ont fait part de cette problématique-là. Donc de manière très très rapide, et j'insiste, on a activé nos réseaux, nos partenaires, et on a pu monter grâce à April International et la société LGM une couverture qui puisse correspondre à justement toutes ces obligations locales et donc permettre à nos assurés de pouvoir continuer à rester en Thaïlande. Merci beaucoup Rachida. Et je te dis à très bientôt sur un autre podcast. À bientôt. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la maternité en expatriation. Alors je vous dis à bientôt. Ce podcast est produit par Expat Communication, l'éditeur de femmexpat.com, avec le soutien de la Caisse des Français de l'étranger.